Alors, on va commencer notre rencontre. Il y aura du monde qui va arriver en cours de route. Donc voilà, pour ceux qui ne sont jamais venus, nous sommes dans une boutique de DVD, je ne sais pas, vous me connaissez peut-être. On fait régulièrement des rencontres avec des réalisateurs, parfois des comédiens. On avait samedi un traducteur, écrivain. Voilà. Et on profite en fait de l'actualité, de sortie de DVD pour voilà, demander à un réalisateur ou à une réalisatrice de venir nous parler. Venez vous installer, il y a des places assises ici. On va parler pendant une quarantaine de minutes. Si vous êtes bien là où vous êtes, restez là, mais sachez que vous pouvez être mieux. Voilà, pas hésiter. Chaleureuse, plus agréable. Donc voilà, on fait venir régulièrement des réalisateurs, des réalisatrices, et puis on avait déjà fait venir Catherine Corsini pour son film précédent, Un amour impossible, avec Virginie Fira, Nils Schneider, il y a quelques années déjà. J'ai mes dates là. 2018, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, voilà. En France, il y a des films tous les 3 ans. Voilà, Voilà, ça c'est régulier. Donc, bienvenue déjà. Et puis, les deux précédents films, là on va venir parler évidemment de La Fracture qui était à Cannes l'an dernier, avec Valéria Bruni, Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaille, Aïssatou Diallo, Sania, qui a eu un César. C'était un très beau moment, je trouve. Ça faisait du bien, je sais pas, pour les spectateurs de César, de voir ce visage et puis de voir cette belle comédienne. Et voilà, donc ce soir on va parler de La Fracture, on va échanger pendant 40 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main. Et puis on passera un petit extrait du film, puis après ça il y aura un petit moment de dédicace autour d'un verre et d'un pot. Il y a une place là, madame. Vous avez une chaise. Regardez. Là. Voilà, premier rang. Là. Donc, La Fracture qui fait suite à deux films, La Belle Saison et Un amour impossible, qui étaient plutôt des films qui s'inscrivaient dans l'histoire, des films d'époque, je ne sais pas si on peut parler d'époque Belle Saison, mais bon, qui demandaient ce travail-là, voilà, on se replaçait dans un autre contexte. Là, La Fracture, on est vraiment dans un moment contemporain qui appartient au passé, mais qui est assez récent et avec lequel on pense souvent, c'est le moment des Gilets jaunes. Donc, il y avait peut-être chez vous déjà une envie pour ce film-là précisément, une envie de contemporain, une envie de coller à ce qui se passait au moment, à s'inscrire dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il y avait furieusement même l'idée de vouloir parler du monde qui m'entourait, qui me questionnait, sur lequel je me sentais de moins en moins de prise. On le voit bien même au niveau politique, comment les gens sont perdus. Donc il y avait cette idée d'être quand même, il y a même en 2018, c'était hier, mais c'est quand même très très récent. Il y a cette chose effectivement de se dire on en est où en politique, qu'est-ce qui se passe. On a des mouvements qui sont extrêmement forts, qui sont relayés d'une certaine manière par la presse, mais qui effectivement, ça m'interroge aussi comment c'est relayé par la presse. L'opinion tout de suite se forge l'idée que c'est l'extrême droite, que c'est vraiment... etc. Et j'essaye de creuser, de me dire que... Il y a peut-être ça, mais il n'y a pas que ça, et que ça raconte quand même une histoire de la France, d'un moment, d'une insurrection, d'un sentiment d'injustice, d'un sentiment d'être mis hors, d'être pas considéré, il y a la colère, tout ça, donc tout ça évidemment, ça m'intéresse, ça me rappelle beaucoup de choses de ma jeunesse, de ma manière aussi de croire en un jeunesse militante. Voilà, jeunesse pas tellement que je suis militante, mais disons que j'ai un sentiment d'être engagée quand même dans une société
dont j'ai l'impression qu'elle est en train de bouger, de se transformer, d'avoir des valeurs beaucoup plus égalitaires, humanistes, féministes, etc. Et puis je me rends compte que non, que le monde dans lequel j'ai vécu, finalement, c'est à un endroit, évidemment, il a bougé, il y a eu des choses, des avancées formidables, mais il y a d'autres endroits, il s'est rétréci. Et il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui ont été lâchés un peu sur le chemin, ou dans tous les cas, sur lequel on le voit bien, comment certains partis politiques n'ont plus du tout su parler aux classes ouvrières, etc. Donc c'est toutes ces questions, voilà, qui me traversent. Et puis il se trouve que je fais cette chute stupide. Donc ça c'est très autobiographique. Voilà, qui me convoque à l'endroit de l'hôpital, qui me met dans cette nuit où il se passe justement une journée d'un samedi 1er décembre 2018 où il y a déjà donc le début de ces gilets jaunes. Et que je m'imagine, parce qu'évidemment, je n'ai pas du tout traversé cette nuit comme... il y a certains épisodes que j'ai traversés de la même façon, mais je n'ai pas du tout traversé la nuit avec rencontre avec des gilets jaunes, etc. Mais déjà, dans cette, je sais pas, sur votre brancard, là, se germe l'idée d'un film... Voilà, j'ai pas que le souvenir, puisque j'ai envoyé un texto à mon amie Claire Burger qui me dit « Mais tu sais que tu m'as écrit, que l'intrigue du... Voilà, si je rencontrais des gilets jaunes, c'est etc. » Je dis « Ah bon ?» parce que j'étais quand même bien défoncée aux médicaments, mais bon, quand même, j'étais bien partie. Et donc effectivement, c'était là. Et je me souviens que 2 jours après, on a rendez-vous avec le distributeur Jean Labadie, et que Elisabeth, donc ma productrice et qui est ma compagne, enfin, comme Marina dans le film, Julie, me dit tu vas lui parler, c'est super l'idée. Et je dis non, attends, parce que j'étais pas encore... Moi, il faut que j'arrive à, à sentir les sujets, à déjà un peu les traverser avant. Voilà, j'avais eu une intuition, quelque chose comme ça. Mais voilà, après, le scénario, je pensais écrire en 3 mois. J'ai mis 1 an et demi à l'écrire et ça a été d'une complication totale, des moments où je l'abandonnais, je me disais que j'y arriverais jamais, que c'était trop... Voilà. C'est parce qu'il était simple et à la fois, toutes les personnes avec qui j'écrivais me disaient « Mais qu'est-ce que tu veux raconter? Qu'est-ce que ça raconte? Où tu veux aller ?» Et je disais « Mais en fait, c'est des gens qui arrivent à l'hôpital et qui sortent de l'hôpital au petit matin et c'est ce qui va se passer dans cette nuit. Il n'y a pas plus enfin l'intrigue, il n'y a pas plus que ça, c'est vraiment, voilà, c'est cette idée d'être, voilà, et c'est ces rencontres improbables, difficiles, voilà, qui prêtent à sourire et qui sont... C'est marrant parce que tout à l'heure, là, je suis sur un nouveau projet avec Naïla Guillet, avec qui j'écris, là, qui est là. Et donc, on faisait une consultation avec une scénariste et on reparlait d'ailleurs de films de la comédie italienne, de l'argent de la vieille, de pain et chocolat. Et c'est vrai que dans la fracture, j'avais envie de mêler aussi justement la vivacité de ces comédies, c'est-à-dire et en même temps le côté social où on sent justement, vraiment il y a un sentiment de classe, il y a un sentiment vraiment très net de fracture. La fameuse fracture sociale. Entre ceux qui n'ont pas le mode d'emploi, ceux qui n'ont pas les moyens, puis ceux qui sont plus riches, etc. Il y a vraiment ces confrontations, qui par évidemment des sujets ou des fables comme dans l'argent de la vieille qui sont extrêmement drôles et féroces. Et j'avais envie de retrouver quand même cet antagonisme et ces antagonismes à travers les personnages dans le champ de l'hôpital, quoi. Je trouve que l'enjeu du film, il est vraiment dans son ton, je trouve, et on en parlait là il y a quelques minutes, parce qu'il y a dans les bonus du DVD, il y a un échange très intéressant autour des scènes coupées, des scènes que vous n'avez pas mises dans le film, avec votre monteur, dont j'ai oublié le nom. Frédéric Bayesh. Frédéric Bayesh, voilà. J'ai mis longtemps à bien le prononcer. Voilà, je laisse le faire. Et en fait, c'est assez intéressant parce que moi, quand on voit le film, on se dit, mais bon, il y a un ton de comédie. Alors, on reparlera plus tard du choix des comédiennes, du choix des comédiens et des comédiennes, Valérie Bruni, Marina, ce couple-là, ce regard que vous arrivez à avoir, cette manière un peu d'être dans du burlesque, quoi, et ce travail que vous avez fait avec elle, mais aussi une tension sociale qui est représentée par Pio Marmaille, mais pas que,
Et cette nuit, cette unité de temps aussi qui est là, présente, et ce côté tragique, parce qu'il y a vraiment des scènes tragiques, et c'est comment se marie ou comment s'oppose, ou comment on laisse respirer le spectateur avec une scène légère, et après on retombe dans quelque chose qui est assez tragique et social. Et moi je trouve que l'enjeu du film et le danger, ou la réussite du film, elle est là. Elle est arrivée à mêler de la comédie avec de la tension, cette tension sociale, cette histoire sociale, quoi. J'imagine que ça a été présent à votre esprit tout C'était présent déjà dans l'écriture, mais c'est vrai qu'un scénario, ça reste un objet quand même mort, et que toute mon angoisse était comment les acteurs allaient s'emparer allaient rendre, j'allais dire, parce que en même temps c'était très écrit. C'est un lieu unique, donc j'avais très peur du côté petit théâtre, je viens faire ma petite scène, l'infirmière arrive et dit « Ah monsieur, nana, c'est à vous », etc. Je me dis « Oh là 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 », j'étais tellement vraiment stressée par le fait qu'on sente trop les... Donc il fallait tout le temps arriver à casser, j'allais dire, presque la mécanique des scènes pour aller chercher parfois un détail, quelque chose, pouvoir bouger, bouger avec les acteurs, être dans quelque chose qui était à la fois instable et puis parce que voilà, l'hôpital, on attend, en plus on est fragile, mais en même temps il y a toujours un événement qui se passe, un cri, quelque chose, voilà. Donc il fallait arriver à trouver ce matériau très vivant, très documenté, qui n'est pas documentaire mais qui est documenté. Donc je me suis beaucoup documenté, et puis j'ai eu la chance de travailler avec des gens, du vrai personnel soignant, des gens qui connaissaient vraiment, qui connaissaient ce métier, donc ils ont amené une expertise extrêmement, voilà, c'est-à-dire quand Valéria pique une crise et que l'infirmière arrive et lui dit de se calmer, etc., ils ont l'autorité, pas seulement de l'acteur, mais du soignant sur parce que vous avez casté des... Voilà, donc ça donnait un ton, ça donnait une vérité, et ça permettait aux acteurs aussi finalement de savoir, c'est comme quand on est dans un truc de sport, de savoir qu'ils allaient pouvoir y aller, qu'ils allaient être reçus par des gens qui sauraient les contenir, etc. Donc ça, il y avait déjà cette chose qui fonctionnait plutôt bien. Et la question aussi, c'était, est-ce que la force de la comédie n'allait pas tirer le film du côté de la comédie et du burlesque plutôt que du drame social? Le mélange, c'est-à-dire, à la limite, quand j'ai vu, par exemple, quand on a fait les vraies blessures de Pio Marmaille, je me suis rendu compte qu'entre écrire il est blessé, on retire un pansement, machin, etc., mais entre voir vraiment quelqu'un qui a été abîmé dans une manifestation et de voir voilà, sur son corps, sur comment ça prend c'est violent, quoi. Donc cette violence-là, elle est beaucoup plus forte que ce qui est représenté quand on écrit trois phrases. Parce qu'on a beau s'imaginer, c'est tout d'un coup, c'est combien de temps la caméra va rester, etc. Donc passer de ça, et puis en même temps au cri de Valéria de Raph, qui évidemment en fait, c'était aussi ça de ces jonctions, mais ça amenait, j'allais dire, les oppositions, ça faisait ça amenait du sens, ça créait ça rebondissait tout le temps. Donc ça, c'était moi c'est vrai que Valéria, le personnage, il était là, et elle l'a amené là, c'est-à-dire qu'elle l'a, elle a mis le turbo, elle l'a poussé, et je l'ai laissé faire. Elle a amené aussi ça sur ce personnage qui me représentait, etc. Elle a amené sa propre folie. J'ai laissé aussi, parce que j'avais envie que le film me déborde. Il fallait donc laisser aux acteurs la possibilité de déborder, tout évidemment en contenant certaines choses, parce que des fois je me disais non, là, écoute, là c'est hors sujet, c'est hors jeu, non, reviens quand même au texte et fais attention, parce que c'était quand même écrit, ou je pensais qu'il y avait quand même énormément d'impro aussi. Par exemple, Pio, il improvise quasiment
pas, parce qu'il adorait le texte, il trouvait que le texte était très bien écrit, et il a réussi à s'emparer de ce texte, il l'avait appris. C'est-à-dire qu'il et puis il a une espèce de manière de parler très très vite, etc. Je veux dire, avec Valéria, ça se fritait aussi beaucoup, parce que leur personnage se fritait, mais ça se fritait parce qu'il détestait que Valéria improvise, parce que ça le déstabilisait. Donc des fois, il me disait, mais elle est en train de casser la scène. Et moi, je trouvais que c'était intéressant, donc je laissais faire, quitte parfois, moi aussi, à perdre peut-être des choses que j'aimais bien dans le scénario, mais parce que je trouvais que la folie qu'elle apportait, il fallait la guider, parce il y a plein de choses qu'on a justement coupées, au montage, il y a plein de choses qu'on a coupées, il y a des choses, on voit d'ailleurs dans le DVD, il y a des choix de fin de scène différents, parce que mais moi aussi, comme Valéria, c'est aussi c'est un monstre sacré, c'est-à-dire que d'un coup on lui dit bah, écoute, la scène, finis-la plutôt dramatiquement, elle y va, finis-la plutôt en trouvant un truc plus drôle, paf, elle y va, donc voilà, il y a du jeu. Pio, il n'a pas la même capacité d'improvisation, mais il a la même capacité d'incarnation, c'est-à-dire qu'il incarne aussi très très fort les choses, et il apprend les choses avec un rythme, voilà, c'est sa façon de voilà. Donc, mais il y avait une opposition qui évidemment reflète finalement complètement l'opposition des personnages, et donc moi évidemment je jouais de ça, c'est-à-dire je le rassurais d'un côté, j'étais là, mais en même temps je m'amusais du fait qu'il était énervé vraiment foncièrement par elle par moment, donc voilà, ça c'est un peu le metteur en scène qui fait sa tambouille et qui essaye de... Mais bon, disons qu'ils étaient quand même, malgré tout, d'extrêmement bonne volonté, avec un plaisir fou à travailler, parce qu'on sortait de je sais pas combien de temps de Covid, et bon, ils avaient fait juste un film avant, ils avaient plein de films en retard, donc ils enchaînaient les films aussi. Et disons que j'étais dans la période de leur deuxième film à eux trois, et ils avaient encore l'énergie, l'envie, voilà, ils étaient très... on a profité quand même d'une période très compliquée où on rentrait à 6h le soir avec les papiers, les machins, je sais pas quoi, et nous on arrivait à tourner, donc c'est vrai que c'était quand même... Voilà, on se sentait extrêmement privilégié, on était super contents de travailler, quoi. Mais c'est vrai que c'était ce... Alors, après... Il y a un vrai plaisir de jeu, même dans le drame, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils se font, pas qu'ils se font plaisir, mais qu'ils sont tellement heureux de jouer les uns avec les autres, que parfois, moi, je me prenais à éclater, Pio par exemple, à rire dans quelque chose de dramatique quand même, où il incarnait une vraie souffrance. Mais on sent une jubilation de comédien. Parce que en plus, alors là par contre, c'était vraiment une impro que grâce à Aïssatou, c'est-à-dire qu'à un moment, évidemment, quand on est pareil, on écrit un truc, on dit bon voilà, il est en train de lui retirer le pansement, etc. Puis le truc était collé, donc elle a pris, comme ils avaient tout pour pouvoir travailler comme dans un vrai hôpital, voilà, donc elle a pris de l'eau, machin, elle lui a mis dessus, elle a retiré. Elle a dit bah, je déballe le truc, etc. Voilà, puis à un moment elle lui dit mais si vous voulez je peux vous donner un gaz, etc. Et là, il impro, il dit un gaz, etc. Voilà, et ça c'est vraiment de l'impro, mais il souffre le martyr, et l'autre lui parle d'un gaz et il la regarde d'un air de mais c'est quoi ce truc? Donc c'est vrai que là c'est des petites choses comme ça qui étaient extrêmement en même temps justes, et ça c'était des petites perles au montage, parce qu'on a fait plusieurs fois la prise, et ça on s'est dit ça c'est vraiment chouette à garder, il y a un truc qui est et puis il y avait il y a des prises qui étaient comme celle-là, par exemple, qui était assez magique dans tout le déroulé. Quoi, Mais l'association aussi des comédiens, je trouve, est très... c'est pour ça que la question suivante est sur le casting, le choix de ces comédiens-là, peut-être à l'écriture déjà, mais par exemple le couple Valéria-Marina Foïs, je trouve fonctionne très bien, parce que évidemment Valéria est dans l'outrance, et Marina a un côté très froid, très sec comme ça. Et en fait, ça donne un tempo. Alors, il y a déjà un ressort comique, burlesque, qui est évidemment présent, mais ça ramène aussi à une réalité de ce qu'est une nuit aux urgences, qui est quand même terrible, humaine. Et je trouve que ce duo, par exemple, ou comme un personnage secondaire, qui est Einstein, là, ce fameux... oui, je trouve qu'il fonctionne très très bien. C'est le fils d'une de mes copines qui est vraiment interne d'accord, ok. À Saint-Antoine, qui était en dernière année. Voilà.
Mais il amène quelque chose comme ça de très important, parce que c'est assez dingue parce qu'en fait, la dernière fois que j'avais vu ce garçon, il avait 8 ans. Et je ne sais pas pourquoi je me souvenais de lui, parce que souvent sa mère, qui était une amie à moi, m'en parlait, parce qu'elle me disait qu'il était très nerveux, et je connaissais le père qui était très nerveux. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'intuition de le faire venir. Il est arrivé aux essais avec sa blouse blanche, ses 3 stylos, et je lui ai fait faire la scène tout de suite du brancard, etc., qu'il avait appris. Il a été top, je lui ai dit voilà, c'est formidable. Voilà. Et c'était... Mais bon, après, pour le reste, il y en a que je connaissais pas, que j'ai découvert grâce à ma casting, grâce à Julie à Lyon. Bon, ben justement, Aïssatou, et puis quasiment tous les autres, mais ça a été un... Alors déjà Valéria et Marina et Pio... Alors, Pio, j'ai vraiment écrit pour lui, parce que... En fait, j'ai écrit pour Pio au début. Parce qu'on s'était loupé sur un film, on s'était loupé, voilà, on se connaissait bien, on se voyait souvent, et j'avais très envie de travailler avec lui, surtout en l'ayant vu En Liberté de Pierre Salvadori, où il était extraordinaire. Et donc voilà, je me disais, il est dans un moment de sa carrière, il est arrivé avec vraiment une belle envie de qu'on travaille ensemble. Et Valéria, c'est grâce aussi à Elisabeth, parce que moi, avec Valéria, on s'était loupé sur La Nouvelle Ève, parce qu'elle avait failli faire le film, elle était partie du film, donc je m'en voulais beaucoup. Ça avait été un. C'est vrai qu'il quoi jouer le rôle de Karine, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Hein? donc voilà, donc Valéria, on s'était loupé, mais malgré tout, je continuais à aller la voir au théâtre, je voyais ses films et tout, et je trouve que c'est une actrice absolument. Ses films aussi en tant que réalisatrice, parce que moi j'ai beaucoup pensé bien sûr. Et après alors je me dis oui, on va dire que j'ai pris Valéria, mais que ça va être pour jouer un peu ce qu'elle fait déjà dans ses films, machin. Puis je me suis dit bon, sur ce film, voilà, ouvrons, soyons généreux, soyons débordés, même si je m'en fous, c'est la meilleure actrice pour jouer ce personnage, allons-y, on verra bien. Et puis pour le rôle de Julie, Elisabeth aimait beaucoup Marina, que je connaissais aussi bien, enfin, que c'était aussi une amie. Donc ça a été quand même on a été tout de suite vers ces acteurs qui nous ont tous dit oui tout de suite. Et il n'y a pas eu de... Voilà, on n'a pas eu vraiment le temps de travailler ensemble, mais je les ai mis dans le bain, quoi. Ils ont été dans le bain comme ça a été pareil, intuitif et tout. J'avais un tout petit peu peur, parce que je me disais, bon, c'est quand même comment ça va prendre. Et je sais pas, il y a eu une espèce de locomotive Valéria, de Marina qui suivait derrière, de Pio qui était avec son fauteuil roulant. Les contraintes sont géniales. Voilà, parce qu'on dit, on tourne avec une actrice qui est allongée quand même tout le temps, qui a quand même un certain âge, donc on sait les problèmes de cou des acteurs, etc. Donc là, il m'a dit, écoute, moi je ne vais pas surveiller, mais tu fais attention. Je dis oui, puis je dis au bout d'un moment, je faisais attention. J'ai fait attention à ça, la deuxième prise, le jeu l'emporte sur Valéria, donc de toute façon, elle en oublie même, voilà. Donc il y avait ça, mais bon, en plus, c'est tout le temps allongé, c'est pas non plus évident pour exprimer, mais sauf qu'elle a un tel truc qu'on a l'impression qu'elle est en mouvement tout le temps, quoi. Il y a Pio qui est sur son fauteuil roulant, enfin, on est dans un décor où, voilà, c'est pas non plus le truc, et puis en plus dans une lumière d'hôpital qui est en général pas très flatteuse pour les acteurs, et qu'on a quand même joué assez, même si on a joué vraiment, on a pris comme référence vraiment l'hôpital Lariboisière, là où j'étais. Vous avez reconstitué on a reconstitué tant bien que mal, parce qu'on n'avait pas non plus des moyens déments, mais on a réussi à reconstituer quand même l'esprit. On a été faire plein de photos avec le décorateur pour essayer de retrouver la lumière, la patte de ce vieux bâtiment où il y a eu des successions voilà, il a été réhabilité à un endroit, donc hop, il y a un truc moderne, après il y a un truc ancien en dessous, enfin il est fait de briques et de broc, et donc on s'est amusé avec toutes ces... C'était incroyable, avec des trucs oranges, des trucs verts, des trucs... Voilà, donc ça ressemble vraiment à la Rivoisière. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Est-ce que, par rapport à la direction d'acteur, est-ce que il y avait des choses intéressantes que j'avais lues sur Aïssatou Diallo, qui n'est pas comédienne, hein, qui est soignante, et qui, je trouve, apporte quelque chose
tellement important au film, quoi. Je la trouve totalement rayonnante et c'est un point presque d'appui, quoi. Et comment est-ce que ça s'est passé? Comment elle s'est petit à petit imposée ou au départ, j'ai cherché une actrice. Voilà, je cherchais des jeunes femmes noires, actrices que j'avais pu voir au théâtre. Et le problème, c'est que il n'y en avait aucune qui avait l'autorité vraiment de la soignante, quoi. De la façon, je faisais travailler les scènes beaucoup avec le garçon qui a des problèmes psychiatriques, donc avec des acteurs elle se faisait complètement, enfin là, elle n'arrivait pas à prendre le dessus, quoi. C'est finalement très compliqué. Et puis il y a eu Aïssa Atou est venue. Et puis on l'a rencontrée, je me souviens, elle est arrivée en retard, elle est arrivée parce que des copains voulaient venir, lui avaient dit tu peux venir faire de la figuration, ils n'étaient pas venus, donc elle est venue toute seule, elle était un peu bon. Et puis on a fait un essai avec elle un peu plus poussé, puis etc. Puis je me suis dit, elle a cette... dans tous les cas, elle a cette assurance, elle se démonte jamais, et elle a ce côté à la fois assurance et rassurante aussi par rapport à ce qu'est un soignant et cette humanité. Donc elle avait quand même beaucoup d'atouts. Je l'ai quand même fait attendre pas mal de temps, parce qu'il y avait eu des vacances, un jour de vacances entre-temps, et elle avait besoin de poser ses jours parce que elle travaille, elle a des enfants, c'était pas non plus, voilà, elle n'est pas comme une actrice qui attend un rôle et qui peut... Donc on a... J'ai refait des essais en rentrant de l'interruption qu'on avait eue et j'ai fait des essais vraiment de scènes où justement j'essayais de voir comment je pouvais l'amener dans des scènes les plus compliquées au niveau du jeu, c'est-à-dire les scènes où elle se met à pleurer, voilà, qui sont des scènes qui vont au-delà de ce qu'elle sait faire parce qu'elle peut improviser des choses, parce que je pense qu'avec tous les gens qui ont aux urgences, ils sont parfois obligés d'improviser des choses ou d'être dans tous les cas d'avoir de la répartie, quoi. Et sur cette scène-là, c'était plus difficile. Et c'était pas extrêmement convaincant, mais il y avait quand même je me suis dit, ça va le faire. Donc on s'est dit ok. Et quand on a tourné la scène, je l'avais présenté donc à Marin qui faisait le rôle et qui est un garçon aussi extrêmement précieux. Vraiment, c'est un rôle vraiment pas facile. Qui joue le psychotique, qui est vraiment un garçon que j'ai rencontré grâce à l'assistante du casting avec qui avait travaillé avec lui il y a longtemps. Il prenait des cours à Avignon. Vraiment quelqu'un de merveilleux. Et donc quand on a fait la scène, en fait je leur avais dit juste si jamais tu es angoissé, s'il y a un truc qui va trop loin, tu dis stop, on arrête, quoi. Et la première fois qu'on tourne la scène, c'est pas tellement le couteau qui est des couteaux qui sont des couteaux de cinéma, qui sont quand même des ciseaux, je veux dire, qui sont émoussés, mais c'est surtout comme il l'a vraiment, le geste l'a vraiment effrayée, et elle s'est mise à pleurer, elle a dit stop, on a coupé tout de suite, elle est sortie du plateau, quoi. Donc j'ai couru après elle, je lui ai dit ça va, donc t'as vu, je lui ai dit t'as vu, t'as confiance, t'as dit stop, j'ai arrêté, ça va, t'es rassurée, donc c'est calmé et tout. Et puis là je me suis dit bon, il faut que je fasse ma metteur en scène, c'est-à-dire je lui ai dit ce que tu viens de faire, l'émotion que tu avais, c'est exactement ça qu'il faut jouer, c'est exactement ça la scène. Et là, elle m'a dit ah mais moi je suis pas actrice, je sais pas faire ça, Catherine. Ben, je lui ai dit écoute, on y retourne puis on verra. Et elle a joué ça tout de suite. Tout de suite, quoi. La scène, elle était dans l'émotion, dans le truc, les larmes, etc. Moi j'étais comme ça. Et c'était incroyable, quoi. Et elle l'a refait encore une deuxième fois, un peu moins bien, mais quand même, ce qui est souvent le cas avec les acteurs, de la deuxième prise. Mais des fois on a besoin pour des raccords, des petites choses, une troisième fois. Enfin, voilà, donc je lui dis je crois que tu as compris ce que c'est vraiment qu'être acteur, actrice, c'est que tu sais refaire quelque chose, tu sais rejouer une émotion. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est opéré dans son... pour elle, ça a été le travail, dans tous les cas, de l'acteur, ça a été une vraie découverte de quelque chose qu'elle a, je pense, en elle, quoi, et donc, ça l'a à la fois surprise, et alors on est même retourné, quand on va on a fait des postes synchro et souvent on a besoin de refaire des respirations parce qu'on vire des petits trucs, des machins, donc on a besoin pour les bandes son, il y a tellement de choses maintenant pour travailler beaucoup avec énormément de strates, etc. Donc on refait toutes les respirations souvent sur des scènes un peu compliquées, dont cette scène effectivement de la prise d'otage.
Et donc elle s'est remise dans la même émotion. Elle a demandé à mon monteur, qui est assez costaud, de pouvoir s'appuyer sur lui pour ressentir la même... et elle a rejoué vraiment les respi qui sont évidemment infimes dans ce qu'on peut entendre dans le film, qui sont vraiment, enfin qu'on rajoute, qui sont des... Voilà, mais elle a rejoué la même chose, quoi. Et j'étais sciée, quoi. Parce que les acteurs qui sont très bons, par exemple aussi comme Valéria, quand ils reviennent faire des petites choses en post-synchro, ils rejouent, ils retrouvent le même, à des endroits en plus très courts, des fois sur une phrase et tout, ils rejouent exactement la même émotion, voilà, ils comprennent comment la musique, parce que sinon ça passe pas, quoi. Pas simplement de dire un mot, une phrase, il faut vraiment être dans le timing, quoi. Et vraiment, dans le tempo aussi. Et elle l'a rejoué comme ça, donc c'était vraiment, on était tous, tout le monde a senti que c'était assez exceptionnel, quoi. Donc c'était vraiment super. Vous aviez vu des films, d'autres films d'hôpitaux, où vous étiez imprégné de tout ça, ou pas du tout? Je sais pas, des séries comme Hippocrate, des choses que moi je trouve un peu réussies, même des séries américaines. L'hôpital a quand même été assez filmé, quand même. J'ai jamais vu Urgence de ma vie. Ah oui, d'accord. J'ai pas vu Hippocrate. J'ai vu, si j'en ai vu non, c'est vrai que je regarde pas beaucoup les séries. Par contre, j'avais regardé le film de Wiseman, qui était très vu en noir et blanc sur l'hôpital, mais qui est vraiment... Non, Psychiatrice? Non. Sur l'hôpital psychiatrique? Le film comment il s'appelle? C'est un film de 66, je crois. Oui, Psychiatrice. Je ne sens pas que c'est ce type, mais bon. Enfin, dans tous les cas, il y a vraiment... ça m'avait vraiment impressionné, surtout pour... Pas tellement les charcutages, machin, etc., les opérations qui sont un peu impossibles à regarder, mais vraiment sur les visages, sur les gens qui attendent, les positions, etc. J'avais trouvé ça incroyable. J'ai regardé des documentaires sur Lariboisière qui dataient d'il y a 10 ans et un autre un peu plus lointain. J'ai vu aussi que la violence, comment la violence est rentrée dans l'hôpital, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait déjà quelque chose qui était moins stressant qu'aujourd'hui. Enfin, on voit même l'évolution dans les 2 ou 3 documentaires que j'ai vus. J'ai regardé le film de Scorsese que je trouve pas génial, mais quand même qui se passe, qui est une nuit, comment il s'appelle Tombe ouvert. Ouais, Tombe ouvert, voilà, avec Nicolas Cage, qui n'est pas le film de Scorsese que je trouve le plus réussi, mais bon, il y a quand même il y a une espèce d'énergie, il y a quand même quelque chose de... Non, je disais, j'ai plutôt d'abord, j'ai plutôt regardé plusieurs fois. J'ai revu, j'aime bien quand les films sont un peu lointains, mais qui donnent. C'est-à-dire, j'ai revu Un après-midi de chien pour vraiment. Bon, d'abord parce que ce film il est dément, donc ça on a envie de le regarder des milliers de fois. Pour un peu le jeu de Pacino, sa nervosité, et puis surtout pour le fait qu'on est dans un décor unique. Et ça, je me disais comment on fait un décor unique, comment ça bouge, comment on est là, ce qui se passe, l'enfermement, les gens aussi, la peur, enfin comme il y a dans un moment dans l'hôpital avec les gens qui sont enfermés. Et vous me parlez d'un Carpenter aussi. Et d'un Carpenter, j'ai vu Assaut aussi, parce que je trouve que c'est pareil, il y a ce truc, cette pression, cette tension. Et vraiment, j'adore les films de genre. Donc j'allais dire sur la réalité, je l'avais vue à l'hôpital. J'ai passé plein de soirées à l'hôpital, donc j'avais pas besoin de voir d'autres films pour essayer de transposer cette réalité. Je l'avais dans l'œil, quoi. Par contre, sur la tension, sur les choix de mise en scène, sur qu'est-ce que c'est que de faire monter comme ça une nuit en apnée comme ça m'intéressait de voir des films de cette qualité, quoi. Et est-ce que vous vous êtes posé la question, tant dans le comique ou tant dans la tragédie, je reviens toujours à mon film de session, mais un plafond qui s'écroule ou une sorte d'agression comme ça, est-ce que c'est pas... parce que d'où on part, quand même, on part d'une rupture amoureuse, une sorte de... Est-ce que c'est pas, entre guillemets, trop, ou est-ce que il y a un moment où ça devient, c'est pas comme si on n'avait pas signé pour ça, mais est-ce que vous vous êtes posé la question de dire là on va peut-être un peu loin ou non, on y est, c'est là où c'est une question, hein, bien sûr que je me suis posé la question, mais
et que je me suis dit, je vais encore me faire taper sur les doigts, on va encore me dire qu'on ne peut pas mélanger ça, ça et ça. Bah, je vais encore essayer, je vais encore tenter, quoi. Je ne sais pas comment dire. Je me suis dit, oui, évidemment, le plafond qui s'écroule, l'infirmière qui fait la radio, qui ne sait pas s'y prendre. Voilà, là, on est bon, mais voilà, il y a des moments que je trouvais ça délicieux. C'est marrant parce que j'ai présenté un film, parce qu'on m'a demandé de faire une carte blanche l'autre jour à Lyon. J'ai représenté un film que je connaissais par cœur, mais que je n'avais quand même pas vu depuis très longtemps. C'était Thelma et Louise. Et j'ai vu un public en plus applaudir à certaines scènes. C'est pareil, je trouve qu'il y a des scènes qui sont complètement jubilatoires et complètement excessives. La scène avec le routier qui leur tire la langue, qui leur fait des branlettes, etc. Quand elles mettent le feu au camion. Et que là, la salle a applaudi et que c'est quand même complètement génial. Quand elles enferment le flic dans le coffre aussi. Et c'est pareil. Et il y a des moments. C'est culotté pour le. Il y a des moments, il y a des scènes qui ont un truc effectivement complètement. Ouais, qui ont un plaisir tellement fou que voilà, et moi le plafond qui s'écroule, je trouve que c'est un truc, voilà, c'est la métaphore aussi c'est-à-dire que ça serait arrivé comme un gag, mais ça arrive aussi qu'on voit bien que l'hôpital il est à bout de souffle et qu'il fallait montrer des moments et qu'en même temps, franchement, dans les situations que j'ai vues à l'hôpital, il y a des choses encore plus énormes. Alors j'ai vu des choses énormes qui étaient peut-être beaucoup plus glauques, sinistres, et que je n'avais pas forcément envie de montrer sous cet aspect-là. J'avais envie aussi de montrer des choses qui peuvent être énormes et qui racontent la même chose, mais d'une manière un peu spectaculaire, mais moins... voilà. Non, mais la traversée de Marina Foïs, quand elle se perd un peu, où elle cherche quelque chose, il y a un malade, un vieux malade comme ça. Là, on ne sait plus où on est. On est en une sorte d'hôpital fantôme avec un malade qui est laissé à l'abandon comme ça. Et je trouve que ça dit énormément de choses. Alors moi j'aurais rêvé évidemment de tourner certaines séquences dans les couloirs de la rue Boisière, parce que ce malade, je l'ai vu, parce que cet hôpital, il est délirant, il y a des couloirs mais qui infinis, des sous-sols, des trucs. Bon, à cause de la pandémie, on n'a même pas pu aller planter notre cam. J'imaginais bien qu'on n'allait pas tourner dans les urgences, que c'était impossible de faire un tournage avec le travail de l'hôpital, mais on aurait pu aller voler quelques plans, faire des petites choses, etc. À cause de la pandémie, on nous a fermé les portes successivement. Donc nous, on s'est retrouvés dans le même décor, qui était les sous-sols de chez Airbus à Suresnes, à reprendre nos propres couloirs, à les retransformer pour en faire d'autres, etc. Donc c'était quand même une espèce de gymnastique. J'avais pas évidemment peut-être la profondeur parfois ou des choses que... Mais bon, au fur et à mesure, j'ai fait le deuil de certaines choses visuelles pour me concentrer sur aussi cette... Mais c'est vrai que je me souviens de m'être vraiment perdue dans les couloirs de la rue Boisière et ça c'était avec ma première scénariste quand on s'était baladé. Quand on s'était baladé la première nuit, on avait regardé, on était restés ensemble pour observer, etc. Et c'est sûr qu'il y a des visions qui font sourire et qui font peur. Donc ce mélange des deux, et puis le mélange aussi les infirmières, et les gens qui passent des nuits dans les hôpitaux, qui sont souvent maltraités, engueulés, pour qui c'est difficile, et puis des fois elles ont des cas aussi compliqués, comme on le voit sauver la vie de quelqu'un, des fois perdre, il y a des gens qui meurent, c'est pas non plus... Elles ont besoin de rire, elles ont besoin elles ont cette envie aussi de passer des moments et ça, je trouvais que c'était aussi important d'avoir aussi cette énergie et de montrer qu'il y avait pour trouver cette humanité, qu'il y avait des moments aussi, il fallait pouvoir voilà, si l'hôpital en plus il y a un truc sinistre et que les gens là, c'est horrible, quoi. Donc voilà, donc elles portent aussi la vie, elles amènent la vie, elles amènent, comme je disais tout à l'heure, le côté rassurant, et donc ça c'était important aussi. Tout le monde a vu le film, oui. Vous l'avez tous un peu en tête. Non, vous l'avez pas vu? Ah, d'accord, intéressant. On va montrer un petit extrait que c'est le moment entre Pio et Valéria, qui commence avec Marina. Non, Marina et Valéria. Et puis, voilà. Mais
le temps qu'on prépare cet extrait, peut-être une autre question encore par rapport à toute la reconstitution du mouvement social. Je crois que ça n'a pas été une mince affaire. Déjà, les scènes de manif, on a eu une interdiction de la préfecture de Paris pour tourner la manifestation. Peut-être ça commence ? Non. On avait l'autorisation de la mairie de Paris, l'autorisation de la mairie du 8e arrondissement. J'avais trouvé vraiment une rue que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait vraiment ce côté haussmannien. Il n'y avait aucun magasin. Enfin, on avait, en temps normal, j'allais dire, il n'y avait aucun problème pour qu'on puisse tourner dans cette rue. En plus, on ne fait pas un film, on avait 70 figurants parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, donc je savais à peu près comment j'allais découper, etc. Et 5 jours avant, on a eu une interdiction de la préfecture de police. Et donc, moi, je me suis dit, c'est à cause du Covid, c'est un truc sanitaire, etc. Non, pas du tout. C'était presque dans l'idée, c'était officieux, ils n'ont jamais voulu nous dire, mais c'était vraiment trouble à l'ordre public. Et le fait de montrer des gens avec des armes, des policiers, d'imaginer que ça allait provoquer des émeutes, quoi. Comme si nous, en tant que tournage de cinéma, on contrôle extrêmement bien. Enfin, moi, j'ai fait des cascades dans Paris. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup, je ne suis pas une spécialiste des cascades, mais je me souviens pour 3 mondes, on avait bloqué des rues, des machins, la nuit. Enfin bon, tout ça c'était vraiment très, très compliqué de se dire qu'il n'y a pas une espèce de censure quand même par rapport justement au fait qu'on filmait un mouvement social et surtout les Gilets jaunes. Oui, qui avait quand même bien traumatisé. Voilà. Donc ça a été compliqué parce qu'on a dû tourner 3 mois après, on avait des refus, je me suis dit, bon, ça va se débloquer, on va essayer de faire jouer, etc. Rien de mieux à faire. Et donc on a terminé en tournant d'une manière complètement absurde dans la cour du château de Fontainebleau. Et on a été obligé de faire des fonds verts. Du coup, cette scène a coûté beaucoup trop d'argent par rapport à ce que... Voilà, mais bon, il n'y avait pas le choix parce qu'à un moment, on s'est dit, on ne tourne pas la scène. On a essayé plein de solutions. Et la seule solution, quand même, il fallait tourner cette scène, quoi. Pour moi, elle me paraissait capitale. Il y avait des tentations de prendre des images, de travailler avec des archives, parce que ça a été quand même pas mal filmé. On voit les images télé, oui, les images portables. Moi, j'avais envie je pouvais difficilement incruster Pio, faire les scènes comme je voulais, etc. Puis il y avait les images d'archives des télévisions, donc je trouvais que c'était intéressant de montrer aussi mon rapport à la fiction. Qu'est-ce que c'est que la fiction? Qu'est-ce que c'est que la reconstitution? Qu'est-ce que c'est justement que de donner un visage à des manifestants, de leur donner la parole, de voir ce que c'est que alors que dans les images de télévision, c'est du flux, c'est tout le temps justement, c'est une espèce de truc où on ne montre que on fait que faire peur, quoi. Il y a quelque chose aussi il n'y a pas de choix, quoi. Je sais pas comment dire. Ça me paraissait important justement de cadrer, de choisir, ce que voulait raconter cette scène et de montrer justement cette espèce d'innocence un peu et de candeur de ce gilet jaune dont les propos que tient Pio, je les ai entendus dans des émissions, je les ai entendus dans des manifs. C'est des choses que cette candeur, elle existe aussi. Et ça, je trouvais que c'était aussi assez beau, même le côté, Macron, ce que je voulais, c'était aller lui parler. Je trouvais que c'est des choses que j'ai entendu dire par des gilets jaunes et que je trouvais qui étaient à l'inverse de ce que souvent on essayait de nous faire entendre. L'extrait qu'on va montrer, c'est ce qui traverse aussi, c'est la problématique qui traverse le film, c'est-à-dire que c'est l'histoire quand même d'une séparation, ou d'un couple qui va se séparer, ou d'une personne du couple qui veut surtout se séparer, et de l'autre qui s'accroche coûte que coûte, et du drame intime et puis d'un drame social. C'est ces deux histoires aussi qui se télescopent. Donc voilà, l'extrait est un peu à la croisée de ces deux problématiques, de ces deux histoires. Donc on va y aller. Pourquoi t'es parti? J'arrive pas sans toi. Je sais pas me défendre. Ah, mais t'es là? Oui. Alors, elle t'a dit où il était, Elliot?
Ben, il y a 30 minutes, il était toujours à République. Mais qu'est-ce qu'il faut à République? Bah, il discutait avec ses copains, il était tranquille. Hein. Pourquoi il m'appelle pas moi? Parce que tu lui fais peur, t'es sévère. Hein. N'importe quoi, bien sûr, j'empêche tout. Moi. T'as vu le médecin? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y a un petit peu de gosse qui se balade là. Tu vois? Merde. Non, je vois rien. Non, je sais pas, on attend le médecin. Tu sais, il a été très très gentil avec moi au téléphone. Il est très gentil, lui. Justement, je dis les secrets, mais il est très attentif aux autres. C'est une perle. Ouais? Bah c'est bien, tu le découvres, moi je le sais tout ça. Mais c'est super, tu le dénigres tout le temps ce soir, grande histoire d'amour. Je dénigre pas. Bon. Tu sais, je crois qu'on était un peu usés. Enfin, je me rends compte que ça doit être difficile de vivre avec moi. Je suis tout le temps en train de me plaindre, c'est vrai. Je dois changer. Mais toi, tu dois croire que tu me rends pas heureuse. Et en vrai, tu me rends tellement heureuse. Tellement heureuse. Alors, peut-être qu'on pourrait quand même continuer, trouver une On solution. va pas parler de ça maintenant. Mais regarde, t'as jamais été avec quelqu'un d'aussi bien que moi. Non, mais avoue. Non, attends, j'arrête là, j'arrête. J'arrête de quémander. C'est pas aimable de quémander, c'est pas sexy. Moi, je suis très sexy, d'accord? Donc, j'arrête. Donc, je t'ordonne qu'on continue à être ensemble. Hein? Ça, c'est sexy de dire j'ordonne. Non, attends, je l'ai, s'il te plaît, attends, non, là, non, je l'ai, s'il te plaît. On est dans un hôpital à côté, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont mal, il y a des gens qui vont mourir, il y a des infirmières, elles travaillent, est-ce que tu peux te rentrer ça dans la tête? Tu n'es pas toute seule, d'accord? Tu fais jamais attention aux autres, jamais, c'est plus possible. Regarde, écoute, arrête. Tu peux, il y a des jours où tu es gentil, vas-y, concentre-toi, essaye, tu peux. Non, oui, il y a des... Tout à l'heure, par exemple, j'ai fait la rencontre de quelqu'un, on a parlé, j'ai rencontré un gilet jaune. Et Ah bah super, et c'était alors vraiment- tu lui as demandé quoi? Tu lui as demandé s'il avait voté Le Pen, j'imagine? Je suis pas une caricature. Hein. On a discuté, je l'ai trouvé formidable, un peu barré, mais avec une énergie, avec une candeur aussi. C'était le mec qui était à la machine à café. Ah bah c'est normal que vous ayez rencontré gueule autant de temps, vous avez fait l'un pour l'autre. C'est bien, tu t'es fait un ami pauvre. C'est dégueulasse de me dire ça. Il était émouvant, c'est tout. Il m'a bouleversée, il m'a émue. Alors c'est pas, on n'a pas besoin d'être tout le temps sarcastique quand il y a de l'émotion quelque part. Il croyait que On n'est pas non plus obligé d'être tout allait le temps sortir ému de de tout. l'Élysée pour leur parler. J'ai trouvé ça. Ah bah il est complètement débile ton ami pauvre. Il est pas sourd. Vous les bloquez, vous. Moi, je suis pas débile. Je sais pas. Déjà, moi, je sais pas voter Le Pen. Non, c'est pas drôle. Pas du Ça vous fait chier, alors, voter Macron. C'est votre problème. Moi, je vais pas vous faire chier. Monsieur, vous avez pas oublié quelque chose là? Madame, ça va? Non. Je savais pas qu'on avait choisi cet extrait. Mais on s'est pas compris alors. Ouais, non, c'est pas grave. C'était celui où il était derrière là. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Bon, c'est pas grave, tout va Oui. bien. Je suis très contente de voir cet extrait parce que j'ai plein de choses à dire dessus. D'abord parce qu'il s'est tourné en 2 parties. Voilà. En fait, quand on a tourné la séquence, j'ai eu à la fois la chance de finalement il me restait une demi-journée le dernier jour, j'avais 2 plans à faire, il me restait une demi-journée de tournage et j'ai décidé de refaire des choses que je trouvais pas très bien en montage, ce qui était assez agréable puisqu'on montait pendant qu'on tournait, et notamment la fin de cette séquence que je trouvais qu'elle n'est pas assez loin, donc je l'ai fait reprendre le texte de la dernière partie.
Et j'ai fait vraiment, je sais pas, j'ai réussi à retrouver en même temps justement le même ton, mais en même temps à pousser vraiment la mauvaise foi encore plus loin de Valeria et j'allais dire, et l'explosion de Marina, parce que je trouvais que je lui donnais pas assez le loisir d'exprimer aussi vraiment sa colère contre le personnage de Raph, quoi. Et donc on a repris cette dernière partie que je trouvais pas satisfaisante complètement quand j'avais vu des scènes. On avait monté grossièrement pas mal de séquences pour voir si ça fonctionnait, et surtout, bon, évidemment, les séquences où il y a de la figuration, je ne pouvais pas les refaire, mais des séquences à deux ou trois acteurs comme ça, voilà. Mais ce que je trouvais intéressant aussi dans cet extrait, c'est la manière dont ce télescope, évidemment, c'est tout au long du film, hein, mais c'est deux univers, c'est-à-dire un couple bourgeois et voilà, Pio qui représente les Gilets jaunes. Mais vous m'aviez parlé de... J'ai revu, pour préparer la rencontre, le Moretti, Palombe La Rossa, où on voit Moretti qui s'interroge sur ses convictions politiques. Et je trouve qu'il y a vraiment aussi cette interrogation-là de ce couple-là. Ben, où est-ce qu'on en est, où en est la gauche, où en sommes-nous de nos convictions, quoi. Et face à une réalité qui nous arrive dans la gueule, quoi. Donc il y avait... vous ne vous ménagez pas, quelque part, aussi à c'était l'idée moi j'aime beaucoup les films de Moretti, parce que justement il a une manière de s'ausculter et de sculpter la société, voilà, en même temps. Il n'est pas tendre avec lui. Voilà, et en même temps de se bousculer à des endroits, voilà, et moi je trouve ça extrêmement jouissif, extrêmement et je trouve que ça fait vraiment aussi participer le spectateur à une réflexion sur l'époque, voilà, il arrive à nous entraîner là-dedans, c'est génial. Bon, il le fait quand il se met lui en scène, mais il le fait quand il met Michel Piccoli en tant que futur pape, et qu'il se pose des questions sur... Je trouve ça incroyable, quoi, cette manière de fabriquer du récit. Mais quand il se met en scène, il y a quelque chose quand même d'assez narcissique et en même temps évidemment voilà, pas tendre, quoi. Voilà. Et donc là je me disais, avec Valeria, il y a aussi évidemment, prendre Valeria, c'est aussi il y a des gens qui sont irrités malgré tout par son personnage, voilà, et donc c'est jouer de ces stéréotypes qu'elle peut avoir sur comment on peut la considérer et tout. Mais je trouve que la façon dont à la fois elle a cette elle a cette autodérision sur elle-même, cette autodérision ou cette méconnaissance parfois même de ce qu'est l'autre, et en même temps cette envie quand même de croire voilà, de chercher toujours l'amour, qui la rend aussi éminemment, j'allais dire, touchante, et voilà, et c'est comment son raisonnement de femmes amoureuses et de femmes et de sa mauvaise foi qui résonne quand même malgré tout sur tout ce qui est autour, quoi, sans que forcément elle en soit complètement parfois consciente, mais je trouve qu'elle a cette capacité voilà, à accrocher autour les... Mais ce que je trouve juste aussi, c'est qu'il y a ces passerelles, c'est-à-dire qu'il y a ces moments où peut-être que ce ne sera que cette nuit-là, mais où les personnages se rencontrent, ou comme Marina et son ancien collègue de lycée, ou Valeria qui va ou plutôt Pio qui va aider Valeria à se remettre sur son brancard. Et il y a vraiment, voilà, il y a de l'humain qui passe. Peut-être que ce ne sera que le temps de ce moment-là, mais il y a eu rencontre. Oui, bah de toute façon, je pense qu'il ne faut pas être plus exigeant et pas forcément donner des leçons qui vont aller au-delà de cette nuit, mais voilà, on ne sait pas ce qui sera engrangé, ce qui sera gardé, mais cette expérience, elle compte dans tous les cas dans le moment, et puis elle nous révèle aussi beaucoup de choses humaines à nous, qui sont au-delà justement des personnages. C'est l'hôpital, c'est cet accueil, c'est ces gens débordés, mais qui sont toujours sur le ring en train de travailler. Donc malgré tout, ça c'est quelque chose voilà, qui fonctionne difficilement, mais qui fonctionne de par justement l'engagement des soignants. Je pense que ça reste à la fois un témoignage d'un moment, d'une époque,
Voilà, donc, et puis les égos des uns, la pression des autres, la colère. De toute façon, chaque nuit est différente et unique, et en même temps, on a ces composantes qui reviennent avec évidemment la violence qui rentre, comme je disais, dans l'hôpital, parce que l'hôpital est vraiment le reflet d'une société qui va mal et qui va de plus en plus mal, et qui après, avec le Covid, on l'a vu, a été encore plus, j'allais dire, tout s'est exacerbé. Et en même temps, quand on interroge les soignants, ils vous disent que pendant cette période du Covid, c'est eux qui avaient qui prenaient tout en main, qui prenaient tout en charge, et finalement l'hôpital fonctionnait, à un endroit fonctionnait mieux, parce qu'il n'y avait pas les paperasses, les machins, l'instincteur qui n'est pas à 12 cm, le mec qui... Voilà. Donc ils ont pensé même qu'à la suite de ça, il y allait avoir quelque chose à aller se transformer, sauf que malheureusement non, et que la seule transformation qu'il y a eu, ça a été couper encore plus de lits, enfin, et les primes qui n'ont pas été versées, cette espèce de grand remaniement qui n'a toujours pas eu lieu pour justement arriver à ce que, j'allais dire, l'humain et le soin soient au centre, j'allais dire, de ce que devrait être l'hôpital, quoi. Mais dans tous les cas, effectivement, cette nuit, en plus, c'est secret, il y a tout ce qui se passe entre Marina et son ancien copain d'école, tout ce qui la bouleverse, la touche, ou sur la défensive qu'elle peut avoir, quasiment, Raph n'y a pas accès, c'est-à-dire qu'elles ont chacun leur endroit aussi elles sont ce couple uni, enfin qui va se réunir de nouveau, mais elles ont aussi chacune leur zone d'ombre et leur intimité particulière, oui, leur histoire particulière. Question J'aurais bien une question, mais je la Non, trouve, parce qu'il faut aussi... mais je la trouve pas très sympa, alors que Ouais. j'ai adoré le film. Ouais. Allez. Ceci dit, j'ai une explication à proposer. Pourquoi il n'a pas eu le succès qu'il mérite? Ah, pourquoi il n'a pas eu le succès qu'il mérite? Oui, Je sais pas, excusez-moi. non, mais il a fait combien d'entrées? Pourquoi? Alors, bon, déjà, il a eu l'immense honneur d'aller à Cannes et d'avoir quand même et d'être extrêmement bien reçu à Cannes. Alors effectivement, il n'a pas eu de prix, ce qui est dommage, même s'il a eu la Cuir Palme, ce qui est déjà bien, mais il n'a pas eu peut-être une reconnaissance suffisante. Voilà. Après, il est sorti dans une période extrêmement compliquée, avec effectivement peut-être une presse qui était très très élogieuse à Cannes et qui s'est dédite. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le même enthousiasme du journaliste du Monde. On a eu un autre journaliste qui était beaucoup plus timoré, et ça c'était vraiment dommage. Et je crois que c'était pareil pour le Figaro. Donc oui, on a eu une presse qui était moins enthousiaste, je ne sais pas pourquoi, que à Cannes. Mais je pense que dès qu'on touche à des sujets d'actualité, on est un peu... peut-être c'est compliqué, ou peut-être que le succès de Cannes, il y en a qui se sont dit, ah bah je sais pas, quand on fait la fine bouche, ça c'était... Après, je dois dire que moi aussi, effectivement, le film, je crois que le distributeur, tout le monde s'attendait à un succès beaucoup plus important. On est sorti à une période, moi j'ai fait une grosse tournée avant le film, j'ai vu que les salles n'étaient pas au rendez-vous, n'étaient pas pleines comme d'habitude. La peur du Covid, etc. Les salles sont pas pleines. Beaucoup de films. Les salles ont été fermées pendant 7 mois. On a tourné, donc il y avait un embouteillage de films. Quand on est sorti à une très bonne période pendant les vacances d'octobre, de Toussaint. Mais je pense que les gens aussi ont changé un peu leurs habitudes. Beaucoup de gens sont partis, alors que d'habitude les gens restent beaucoup plus sur Paris. Il y avait tellement de films. Ils ont pensé que The Friend Dispatch allait faire 0, et le film a plutôt pas mal marché, dans tout cas mieux que nous, et à mon grand regret. Moi j'ai vu le film à Cannes et j'étais assez déçue, j'ai trouvé très ennuyeux, mais bon, voilà, c'est la vie. Et donc je pense oui qu'il y a eu beaucoup de films la semaine d'après, donc voilà, et que les entrées ont plafonné tous les films de Cannes, malheureusement. Que ça soit, j'allais dire, du Carax, au film de Julia Ducournau, au mien et à Benedetta, on a fait 300 000 entrées. On est dans la fourchette 300 000 entrées, ce qui est évidemment pas suffisant par rapport à... En plus, il y a eu quand même
j'allais dire des films incroyables. Il y a eu beaucoup de choses très très différentes. On a pu voir enfin, on n'arrête pas de tacler le cinéma français. Il faut redire que le cinéma français, il est extrêmement varié, qu'il est extrêmement riche, qu'il y avait des propositions cette année qui étaient quand même vraiment dingues et assez incroyables. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas certains, et voilà, mais il y avait quand même des choix, des propositions de films formidables, quoi. Ouais. Oui, donc c'est pas les scores qui sont attendus, c'est sûr. Je suis d'accord, et il faut rebâtir le plaisir de la salle. Il faut rebâtir l'idée que la salle, pourquoi c'est si important, pourquoi voir des films dans un endroit dans le noir où on choisit de se déplacer, où on est ensemble, voilà, voir des films comme disait Godard où on lève la tête et on regarde les films avec un écran où les acteurs sont 20 fois plus grands que vous. C'est pas du tout la même chose que de les regarder, même si on adore les revoir sur des supports comme voilà, des DVD. Mais bon, c'est vrai qu'on a subi, et on subit encore. Hein. Je pense que on n'est pas dans une période extrêmement favorable encore, et la reprise n'est pas... Voilà. Et on ne sait pas ce que ça va donner, c'est sûr. Je pense que ça va se faire doucement, mais c'est vrai que les exploitants souffrent. Hein. Les gens ont du mal à revenir à la salle de cinéma. Les exploitants souffrent, mais les distributeurs les aussi, distributeurs, parce qu'ils ont mis de l'argent, et que voilà, non, donc du coup la production s'appauvrit de la part derrière. Enfin, on est dans une période voilà, un peu compliquée, et c'est surtout compliqué pour les films d'auteur et pour les films encore plus marginaux, parce que ceux-là, ils ont tendance à se dire bon, ben, on va... Et ça, c'est vraiment dommageable pour la suite et pour la richesse effectivement de notre cinématographie. Je me demande si l'explication, ça ne serait pas au contraire que la plupart des très grands films français ont eu du mal quand ils sont sortis. Dans l'histoire du cinéma, on peut le voir. Pour moi, c'est un très très grand film qui est au-delà de l'anecdote, qui est au-delà de la comédie mélangée à du social. Moi, je trouve que c'est un grand film épique où justement les personnages sont regardés autrement, comme jamais, et que c'est pas tellement dit ça, qu'il y a cette dimension qui passe de l'outrance à la finesse, de la folie labyrinthique des Gilets jaunes ou de l'hôpital, à des choses beaucoup plus fragiles et incroyables. Enfin bon, et ça, pour moi, je l'ai reçu comme ça. Je l'ai reçu vraiment, et je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai reçu vraiment comme un film essentiel, exceptionnel. Voilà, et je me dis ça peut-être pour se consoler, que les très grands films, souvent, ont eu du mal à démarrer. Ben, merci beaucoup. Je le prends dans tous les cas, dans tout le message que vous envoyez, avec beaucoup d'affection et beaucoup de sympathie. Merci. Le film a été accueilli comment, même dans le milieu hospitalier? Il y a eu des retours, il y a eu des projections? Moi j'ai voulu travailler... aussi au niveau des Gilets jaunes. J'ai voulu travailler beaucoup avec le milieu hospitalier. On a fait une grosse projection au Panthéon, on a fait venir beaucoup d'associations, beaucoup de personnel soignant, etc. Ils ont tous été extrêmement émus par le film, très aussi, montrant leur colère. Enfin, j'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé, etc., qui m'ont après suivi, qui m'ont d'ailleurs envoyé des messages, etc. Mais moi, je dois reconnaître que dans la tournée qu'on a faite, souvent, il y a quand même eu très peu de gens, du personnel soignant, qui se sont déplacés. Parce que je pense que d'abord, ils sont très très occupés par leur travail, et que, effectivement, souvent les gens qui vivent des vies où le travail est tellement, je vais dire, écrasant et prenant, ils n'ont pas forcément envie de retrouver au cinéma les mêmes choses. Voilà, je pense que c'est dû à ça. Quant aux Gilets jaunes, j'ai pareil essayé de les faire venir. J'ai eu quelques Gilets jaunes à Toulon, à Rennes, plutôt des gens qui ont beaucoup aimé le film. Hein. J'avais très peur qu'on me dise vous prenez en otage un. Ils ont vraiment aimé le film, mais c'est un public
c'est un public là, qu'on a perdu, mais qu'on a perdu pas que pour le cinéma, pour la culture, pour plein de choses. Et voilà, et c'est justement c'est un travail qu'il faudrait faire d'aller retrouver, j'allais dire, tous ces endroits périphériques qui sont loin de la culture, et qu'il faut redonner, j'allais dire, l'envie de partager des films et tout. Et ça, c'est vrai que ce public-là, il n'est pas beaucoup venu. Hein. Et comme, évidemment, ce qu'on dit, hein, c'est qu'on a un public, pour le cinéma, qui est un public souvent assez âgé. C'est un public qui, pendant le Covid, avait peur, et que souvent, qui ne connaissait pas, mais a commencé à s'abonner aux plateformes. Et s'est dit, c'est un peu plus confortable de regarder du cinéma chez soi que de... Voilà. Donc il faut espérer que les choses... Après les débats que j'ai faits étaient, pour le coup, les gens qui venaient bougeaient pas de la salle, et on a fait des débats vraiment fournis, intenses et longs, parce que je crois que justement il y avait vraiment aussi ce besoin quand même de parler. Les projets? Les projets, là, je suis avec une... je rêverais de retomber sur un bouquin aussi qui m'éclaire autant que le bouquin de Christine Angot, Un amour impossible. Mais là, je suis repartie sur deux projets très personnels et que j'écris avec une jeune scénariste qui était là tout à l'heure, Naïda Guillet, qui a fait un court-métrage qui s'appelle Dustin, et qui est une jeune élève de la FEMIS, et qui m'apporte justement, comme j'écris sur des personnages de deux jeunes filles et leur mère, mais qui m'apporte, j'allais dire, justement aussi une vérité, peut-être que pour être bien en phase avec ces jeunes filles. Et c'est un sujet assez intimiste qui se passe en Corse, d'un secret de famille. Mais voilà, on est en plein dedans, on est en plein chantier, donc je peux pas trop en parler. Et j'ai un autre sujet sur l'amitié, qui est aussi en cours de développement. Sur les quoi? L'amitié. Un sujet principalement avec un groupe de femmes. Voilà. Merci. Je voulais dire un truc, moi c'est pas une question, c'est une affirmation. Tant que je suis là, autant le faire maintenant, parce que je vais partir, en plus j'ai mal au fessier à cause de rester assis. Mais en fait, pour moi c'est un grand film, je te le dis maintenant. C'est un grand film parce que je trouve que, sans parler des gilets jaunes, moi les gilets jaunes, je fais partie d'une basse classe sociale, mais les gilets jaunes c'est pas un truc là. Mais en parlant juste de l'hôpital, moi qui vais souvent à l'hôpital depuis que je suis petit parce que je suis hypochondriaque, je sais pas s'il y a quelqu'un qui est hypochondriaque ici, mais moi je le suis pour de vrai, c'est-à-dire que j'y vais 6-7 fois par an en croyant que j'ai un infarctus ou un AVC. Et du coup, je vois à chaque fois, j'y reste pas mal 5-6 heures à chaque fois, et je vois toujours, ça réveille les personnalités. Je vois toujours des gens, je vois le trou du cul trop chiant qui casse les couilles à tout le monde. Il y a l'infirmière qui est désagréable parce qu'elle en a ras le cul. Voilà, il y a toujours des gens, il y a toujours des personnalités qui explosent dans les hôpitaux parce que c'est un lieu où c'est un peu, ça va un peu partout. Ça réveille les personnalités. Je trouve que c'est bien dans le film, on voit bien ça. On voit bien ça dans le film, dans l'hôpital. Et par exemple, ça montre bien la palette des individus. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Tiens. En fait, je vais un petit peu rebondir sur ma question, c'est un peu en lien. Déjà, bravo. Moi, je suis très cliente de toute manière de vos films. Et justement, pour rejoindre ce que monsieur a dit, moi, ce qui me marque dans vos films, c'est que je trouve qu'il y a une précision. En fait, on est tout le temps. En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'on est tout le temps avec les personnages, qu'on est complètement. Même si parfois ils sont complexes, comme dans Un amour impossible, mais je ne sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il y a une précision en fait, on comprend les personnages, et même s'ils ne parlent pas, il y a plein de choses qui se passent, et on est complètement avec eux. Et je voulais savoir, du coup, pour arriver à cette précision-là, est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose de spécifique que vous faites avec les acteurs avant? Parce que je trouve qu'ils sont aussi on sent qu'ils sont complètement à l'écoute, complètement ensemble. Et je trouve que c'est rare d'être complètement dedans. En fait, moi, par exemple, même là, cette scène, j'ai l'impression, alors que j'avais déjà vu, mais j'ai l'impression que je suis dedans, en fait. Et qu'on arrête, je me dis, ah oui, en fait, je suis pas avec eux, je suis... Voilà. Mais, alors, peut-être qu'il y a quelque chose
qui m'a éclairé aussi dans ma formation et puis qui me travaille. C'est que souvent, et quand j'écris, je la vois la même chose. C'est-à-dire que souvent, je me dis, on peut faire des choses en général. C'est-à-dire qu'on peut faire la blague avec un dialogue qui a l'air ou un acteur qui va jouer en général un truc, etc. Et en fait, plus le travail et plus la confiance que je peux avoir dans le travail que je fais, c'est la précision, quoi. C'est-à-dire que je pense que plus on est précis, plus sur chaque phrase, sur chaque moment, plus on peut dire à un acteur, tu dis ça parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, etc. Plus on est dans un truc vraiment plus cette précision nous amène à une vérité. C'est-à-dire que tout d'un coup, on sait que c'est ça qu'on dit et que c'est ça qu'on désigne, c'est ça que ça veut dire. Et je trouve que tout d'un coup, ça met en éveil et sinon, on est dans un truc, voilà, on fait rire et ça. Je sais pas, disons que c'est peut-être ce travail-là qui me... Et puis c'est vrai que je suis de plus en plus à l'aise avec les acteurs, je les connais bien, j'ai pas de... on a toujours peur hein, quand on commence, on est toujours inquiet, on ne sait pas comment quelqu'un va réagir, on ne sait pas si on va s'entendre, on ne sait pas si le dialogue va passer. Mais à partir du moment où on a ce dialogue et on sait qu'on cherche ensemble quelque chose, et quand on cherche à produire quelque chose ensemble, et c'est cette idée, moi je trouve de plus en plus qui m'intéresse dans le cinéma, c'est malgré tout, c'est cette idée du groupe, c'est cette idée de partager des choses, et c'est cette idée de, à chaque prise, déjà à chaque fin de prise, c'était tout le temps de dire, allez, comment on peut améliorer, comment on peut aller plus loin, comment on peut aller préciser justement quelque chose, comment... Voilà, et là, ce qui était vraiment intéressant et formidable au sein de cet hôpital, c'est que chaque décor, je disais donc, j'avais demandé au décorateur que les choses fonctionnent, que les soignants puissent travailler vraiment avec les outils, alors même si des fois la machine n'était pas du dernier modèle, etc. Mais dans tous les cas, donc ça amenait aussi évidemment, je leur disais, mais au bout de tant d'heures dans la nuit, où on en est dans l'organisation des choses, qu'est-ce qui se passe. Alors évidemment, il y a 2-3 détails qui nous ont échappé, et sûrement que quelqu'un va dire, ah, bon. Mais on a quand même vraiment œuvré pour justement à ce que tout ça amène je pense, cette précision et cette vérité qui fait qu'on croit à la... Voilà, je pense que laisser les acteurs aussi déborder dans un rôle fait qu'eux-mêmes, ils jouent quelque chose d'eux dans le personnage. Et évidemment, quand on joue quelque chose de soi, c'est pareil, ça amène évidemment quelque chose de plus juste et de plus vrai, quoi. On va s'arrêter là, ouais. Parce qu'on avait discuté, et puis on offre un petit verre, il y a la petite dédicace, merci, si vous voulez, merci. voilà, mais surtout grand merci Catherine d'être venue nous voir. Merci à vous.